Bonjour très cher être de lumière. J'ai envie de te parler d'un livre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Je vais commencer par la lecture de la quatrième de couverture. Dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960 au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, a connu un tel succès. Mais comment est-il devenu un livre culte dans le monde entier? C'est que tout en situant son sujet en Alabama dans les années 1930, Harper Lee a écrit un roman universel sur l'enfance. Racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, de la courte story américaine et du roman initiatique. Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. Déjà, le titre me plaît beaucoup. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et en fait, cela vient d'une croyance aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, que, c'est péché de tirer un oiseau moqueur, c'est-à-dire de le tuer. Donc là, il y a déjà, un des grands aspects du livre qui est fort intéressant, c'est la notion de péché, donc de bien et de mal. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelque chose voilà, c'est une thématique que chacun peut, avoir à j'allais dire affronter, mais pas affronter. C'est une thématique qui procède de plein d'événements dans la vie et qui peut concerner tout le monde d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que Harper Lee, en fait, c'est une femme, ce n'est pas un homme et c'est son seul et unique livre qu'elle a publié. Voilà, donc au-delà de la notion de bien et de mal et de péché, il y a plein d'autres, choses qui sont, très intéressantes dans ce livre. Il y a la notion de l'enfance, comment, comment 2 enfants, donc en l'occurrence c'est Scout qui raconte son histoire et qui parle de son grand frère Jem. Son papa c'est Atticus, elle l'appelle Atticus et non pas papa. Sa maman n'est pas là, mais on ne sait pas, on suppose qu'elle est morte et on n'en parle quasiment pas elle n'en parle quasiment pas de tout le livre. Elle parle d'une noire qui est domestique à la maison et qui s'en occupe. Donc il y a aussi en filigrane une notion de résilience, d'amour, de non-amour, l'amour du père, l'amour de cette domestique qui est, une grande figure d'attachement aussi pour, Scout. Il n'est rien dit de ce type-là pour son grand frère Jem. Donc la notion de bien et mal, la notion de l'enfance avec en filigrane la résilience et puis évidemment la dynamique de la ségrégation, de l'injustice, du respect, des droits humains, du respect de l'être humain par qui que ce soit et au-delà de l'être humain, de tous les êtres vivants. Je vais, lire une toute petite partie de la postface. Alors, par rapport à l'oiseau moqueur, l'oiseau moqueur a également une dimension mythique, car pour certains peuples, il serait l'inventeur du langage. Pour d'autres, c'est lui qui aurait appris aux autres oiseaux à chanter. L'oiseau moqueur peut chanter 39 chants différents et imiter un grand nombre de sons. Voilà, c'est déjà une information importante. Et deux autres petits passages de la postface, pardon. Si ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ne sombre pas dans ce travers ou dans le mélo, c'est qu'il est porté du début à la fin par l'humour et l'intelligence de Scout, la narratrice. Car le second tour de force du roman, qui a décontenancé une partie de la critique américaine à sa sortie, c'est le mode de narration employé par Harper Lee. L'une des caractéristiques de ce texte est de réussir constamment
à mélanger deux principes antinomiques, la simplicité et la complexité. Mmh, voilà, donc c'est à la fois la naïveté de l'enfance et la complexité des thèmes, puisque le papa qui est avocat va devoir défendre, il est commis d'office, il va devoir défendre un noir qui aurait violé une blanche. Donc il y a vraiment, un thème qui est assez, heu, aigu, pointu à cette époque 1929-1930 et la façon dont c'est traité dans le regard de cette petite fille, c'est vraiment doux et à la fois c'est très interpellant. Il y a une autre thématique que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est la peur de l'enfant. Quand l'enfant a peur et qu'est-ce qui se passe pour lui quand il a peur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont autour de lui pour l'aider à comprendre sa peur? Qu'est-ce qu'il peut en faire si on doit faire quelque chose de sa peur? Voilà, je trouve que c'est, fort intéressant. Ensuite, autre texte, autre partie de la postface. Des esprits chagrins objecteront que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur n'est jamais qu'un roman de plus sur le bien et le mal, thème qu'affectionnent les auteurs américains. Ce serait inexact. À la différence de beaucoup de ses confrères, Harper Lee a en effet réussi un double tour de force. Le premier est que, si le bien et le mal s'opposent effectivement dans ce roman, pour tout anglophone, le nom de Bob Ewell évoque le nom Evil, je suppose, le mal en anglais. La morale de cette histoire, si tant est qu'il y en ait vraiment une, est que mal et bien se confondent souvent, et qu'il faut se garder de juger hâtivement ou de punir en appliquant rigidement la loi. Ni manichéisme, ni moralisme, même si l'optimisme et la foi en l'être humain, deux credos essentiels de la société américaine, imprègnent le roman. Voilà, donc je trouve intéressant cette dynamique qui est traitée certes par une américaine, mais je trouve que c'est pas la grande cavalerie, qu'il y a vraiment une grande subtilité et voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors aujourd'hui, je lis beaucoup de passages de ce roman plutôt que de vous faire part plus avant de ce, ce que je pense, mais globalement, voilà, les grands thèmes me, que j'ai déjà édictés, qui me sont chers, l'injustice, la ségrégation, ou plutôt la justice et le traitement respectueux de chaque personne, l'enfance et la résilience, l'existence de la morale ou l'absence de morale, l'amour. Et je vais donc clôturer ce partage par la lecture d'un extrait de ce livre. Cette fois-ci, ce n'est pas la postface ni la quatrième de couverture, mais un extrait. Donc, petit rappel, Atticus, c'est le papa qui est avocat. Scout, c'est la petite fille qui raconte l'histoire. Et Jem, c'est le grand frère de Scout. Que je retrouve l'endroit où je voulais commencer. Scout, dit Atticus, cet été, il faudra te maîtriser pour des choses autrement plus graves. C'est injuste pour Jem et toi. Je le sais, mais il faut parfois donner le meilleur de soi-même et la façon dont nous réagissons dans les moments cruciaux. Enfin, tout ce que je peux te dire, c'est que, quand vous serez grand, Jem et toi, vous repenserez peut-être à ceci avec un peu de compassion et le sentiment que je ne vous ai pas déçu. Cette affaire Tom Robinson, qui est donc ce nègre, ce noir, cette personne de couleur qui va être jugée pour viol, donc cette affaire Tom Robinson comporte un cas de conscience essentiel. Scout, je ne pourrais plus aller à l'église et assister à l'office divin si je n'essayais pas d'aider cet homme. Atticus, tu dois te tromper. Comment cela? Eh bien, la plupart des gens semblent penser qu'ils ont raison et toi, non.
Ils ont tout à fait le droit de le penser, et leurs opinions méritent le plus grand respect, dit Atticus. Mais avant de vivre en paix avec les autres, je dois vivre en paix avec moi-même. La seule chose qui ne doit pas céder à la loi de la majorité est la conscience de l'individu. J'étais encore sur ses genoux quand Jem revint. Alors, mon garçon, Atticus me remit sur mes pieds tandis que j'examinais Jem à la dérobée. Il paraissait entier, mais son expression ne me disait rien qui vaille. Elle lui avait peut-être fait prendre du calomel. J'ai nettoyé ses massifs et j'ai dit que je regrettais, mais c'est pas vrai, et que je reviendrais tous les samedis pour essayer de les faire repartir. Tu n'as pas raconté que tu regrettes si c'est faux, dit Atticus. Tu as affaire à une vieille personne, malade, Jem. Tu ne peux pas la tenir responsable de ce qu'elle dit ou fait. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle m'en parle à moi plutôt qu'à vous, mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Jem semblait fasciné par une rose du tapis. Atticus, dit-il, elle veut que je lui fasse la lecture. La lecture? Oui, père. Elle veut que je vienne tous les après-midi après l'école et aussi le samedi pour lui faire la lecture à haute voix pendant 2 heures. Y suis-je obligée, Atticus? Naturellement. Mais elle me demande de le faire pendant 1 mois. Eh bien, tu le feras pendant 1 mois. Jem planta son gros orteil au centre de la rose et appuya. Atticus, reprit-il enfin, vu du trottoir, sa maison paraît bien, mais à l'intérieur elle est sombre et effrayante. Il y a des ombres et des trucs au plafond. Atticus eut un sourire sévère. Cela devrait stimuler ton imagination. Tu n'auras qu'à imaginer que tu es chez les Radley. Voilà pour cet extrait du roman. Et donc, il y a aussi le thème de la conscience. Qu'est-ce qu'on pense faire, en vertu de quoi et pourquoi la cohérence entre ses actes, ses pensées. Vous comprenez pourquoi j'affectionne beaucoup ce roman et au-delà de tous ces thèmes, de ce que cela signifie, l'écriture est très jolie. J'ai passé vraiment beaucoup de bon temps à lire ce livre. Et si jamais c'est ton cas, eh bien, je te souhaite également beaucoup de plaisir. Quelles que soient tes pensées, tes croyances, tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.